Dans cette dernière vidéo, nous allons voir en quoi, à la fin du XXe siècle, la mondialisation est devenue multipolaire. Donc la fin du XXe siècle, c'est déjà la chute du bloc communiste à la fin des années 80 et au début des années 90, et une diffusion du libéralisme économique à travers le monde, en raison notamment déjà de cette chute du bloc communiste qui constitue un modèle opposé, et aussi en raison de la conversion vers un peu plus tard de pays comme la Chine au capitalisme. Le volume des flux de toute nature s'est accru. Il y a d'abord une explosion des flux commerciaux, grâce au développement du transport par conteneur avec des navires de plus en plus grands, donc des progrès techniques qui ont facilité les transports de marchandises, mais aussi via le libre-échange, puisque le libre-échange s'est conséquemment développé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un abaissement, voire une suppression des droits de douane. Cela concerne de plus en plus de pays, puisqu'on avait 23 pays qui adhéraient au GATT en 1948, et l'OMC, qui a pris la succession des accords du GATT dans les années 90, compte plus de 150 pays adhérents. Il y a également un développement des flux financiers, puisque les flux financiers ont bénéficié de progrès techniques liés à l'Internet, aux nouvelles technologies de l'Internet, de la communication, de l'information. Ces nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'investir partout dans le monde en temps réel. L'argent s'est dématérialisé, ce qui a permis d'accroître l'importance des fonds d'investissement, par exemple, qui jouent un rôle de plus en plus important et qui ont une influence de plus en plus importante dans l'économie. Et les flux financiers ont atteint aujourd'hui des volumes qui sont très très importants et parfois très éloignés du volume réel de ce qui est produit dans l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle. Il y a également, la production de marchandises s'est développée notamment via un acteur que sont les firmes transnationales. Donc je rappelle qu'une firme transnationale, c'est une entreprise qui est implantée sur plusieurs pays. Ces firmes transnationales sont de plus en plus puissantes. Vous avez sur cette carte une mise en parallèle du PIB de certains pays africains et du chiffre d'affaires des plus grandes firmes transnationales. Donc vous avez des firmes transnationales qui produisent autant que certains pays d'Afrique. Voilà, qui produisent autant de richesses en une année que certains pays d'Afrique. Ces firmes transnationales, elles ont tiré parti de la mondialisation et notamment du libre-échange en délocalisant leurs unités de production. Ces délocalisations s'inscrivent dans le cadre de la division internationale du travail. On va produire là où c'est moins cher et les zones économiques se spécialisent de plus en plus. Mais aussi la division du processus productif qui consiste à produire les différents composants d'un même produit dans différents pays en optimisant ainsi, le rapport entre ce que les pays savent fabriquer et le coût de production. Alors les FTN les firmes transnationales, ont également de nombreuses filiales implantées à l'étranger, ce qui leur permet de conquérir de nouveaux marchés et de contourner les barrières douanières quand elles existent encore. On est donc aujourd'hui dans le cadre d'une mondialisation qui est multipolaire. Les trois pôles de la triade. Alors la triade, c'est un concept qui a été inventé par Kenichi Ohmae dans les années 80 pour désigner l'Europe de l'Ouest, le Japon et l'Amérique du Nord. Ces trois pôles à l'époque avaient une domination écrasante sur l'économie mondiale. La domination de cette triade, qui est un peu élargie aujourd'hui puisqu'elle intègre l'Europe entière et la Corée du Sud en plus du Japon, la domination de cette triade reste forte, mais elle est moins importante qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que de nouvelles puissances émergent. Et l'émergence de ces nouvelles puissances tend d'ailleurs à rendre ce concept de triade obsolète, puisque dans le cas de l'Asie, on n'intègre pas la Chine, qui fait partie justement des nouvelles puissances qui s'affirment. On parle pour ces puissances de pays émergents, ce sont des pays qui connaissent depuis quelques décennies une forte croissance, et leur poids surtout dans l'économie mondiale, en raison de leur croissance qui est plus rapide que celle des pays développés, leur poids dans l'économie mondiale augmente. Alors parmi ces pays émergents, on a le groupe des BRICS, Afrique du Sud, Inde, Chine, Russie, Brésil. Et on ne peut pas faire un focus particulier sur la Chine, qui a connu une forte croissance depuis la fin des années 70. C'est l'ouverture de la Chine aux investissements étrangers, les réformes, la modernisation décidée par Deng Xiaoping à l'époque, qui ont permis d'ouvrir un pays qui était très largement fermé au niveau économique. Ce sont ces réformes qui ont permis à la Chine de se développer. Donc ça s'est traduit notamment par l'introduction d'une dose de capitalisme dans l'économie, de façon prudente au début, et par une ouverture économique aux investissements étrangers qui a été très prudente également dans un premier temps, puisqu'elle s'est limitée à des zones économiques spéciales, Xiamen, Shantou, Shenzhen, Zhuhai, qui étaient à proximité par exemple de Hong Kong, à proximité de Taïwan, donc qui permettaient
à ces puissances-là, ces tigres asiatiques, de délocaliser en Chine. Cette ouverture s'est élargie très largement à l'ensemble du littoral de manière progressive, puis elle s'est également élargie à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, la Chine est un acteur très important de l'économie mondiale. Elle est membre de l'OMC depuis 2001. C'est un investisseur et un créancier de plus en plus important. C'était devenu l'atelier du monde depuis les années 80-90 parce qu'elle produisait des biens manufacturés pour l'ensemble de la planète. C'est aussi de plus en plus un pays laboratoire, hein, effectivement, puisque la Chine essaye de devenir, j'allais dire, une puissance technologique majeure également. En témoigne son programme spatial qu'elle essaye de développer, par exemple. Alors, on a des pays qui restent mal intégrés à la mondialisation. Si on revient sur la carte générale, hein, on a des pays qui sont à l'écart des flux, hein, puisqu'on a dit qu'une économie monde, c'est aussi un ensemble de flux, bien sûr, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et il y a des pays qui demeurent largement à l'écart de ces flux. Ce sont les pays qui sont en retard de développement, hein. Vous avez notamment les pays les moins avancés, ceux qui ont l'indice de développement humain le moins élevé. La plupart sont en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara, entre les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud. Vous avez également les pays qui sont en proie à une instabilité politique ou qui sont défaillants. Alors là, bien sûr, on a des États du Proche et Moyen-Orient comme la Syrie, par exemple. On a la Somalie, hein, aussi, qui est un État défaillant depuis plus de 20 ans. Vous avez aussi des régions, ce ne sont pas forcément des États-nations dans leur ensemble, mais des parties d'États-nations qui sont enclavées, qui sont éloignées des grandes métropoles et des littoraux. On peut citer notamment la Chine de l'intérieur, par exemple, hein, même si le gouvernement chinois essaie de la développer, évidemment. On a aussi donc, en cette fin de XXe siècle, le début du XXe siècle, une hausse du niveau de vie des populations. On a notamment des classes moyennes solvables qui se développent, qui deviennent de plus en plus nombreuses dans des pays en développement. Donc c'est le cas notamment en Chine, c'est le cas dans d'autres pays émergents. C'est même le cas dans certains pays africains maintenant, hein, voilà. Et le fait que des populations de plus en plus nombreuses, puisque pour la Chine ça se chiffre en dizaines de millions, voire en centaines de millions de personnes, le fait que des populations de plus en plus nombreuses acquièrent un niveau de vie plus intéressant, cela met en lumière des enjeux évidemment environnementaux, hein, puisque la hausse du niveau de vie pose des questions sur la viabilité de ce niveau de vie pour l'ensemble de la planète. Autrement dit, est-ce que tout l'ensemble des habitants de la planète peuvent vivre comme les plus riches d'entre eux? Et c'est là tout le problème, puisque cela met en lumière des enjeux environnementaux liés notamment au réchauffement climatique et aux pollutions diverses et à l'épuisement de certaines ressources comme les ressources fossiles. Donc ce sont effectivement des enjeux majeurs à l'échelle du XXIe siècle, puisque notamment pour le réchauffement climatique, hein, des accords internationaux ont été signés comme la COP21 pour limiter ce réchauffement climatique, hein, mais on sait d'ores et déjà, et on le constate malheureusement très régulièrement, que les conséquences de ce réchauffement climatique sont déjà là, notamment au niveau des dérèglements climatiques et des événements climatiques exceptionnels comme les cyclones par exemple.